on a l'impression qu'on voit des objets, parce qu'à chaque fois qu'on peut regarder, on les reconstruit. Une intervention, monsieur. Est-ce qu'on peut imaginer la conscience comme la connaissance qui émerge en même temps que l'être, qui se définit corrélativement en opposition à partir de la remarque sur le phénomène du sens, c'est-à-dire le fait que le sens, l'établissement de sens semble mettre en opposition ce qui a un sens et cela même pour qui cela a un sens, qui est justement l'être. Parce que enfin, je ne sais pas si... Alors, pour l'être, je ne sais pas. Maintenant, est-ce que la conscience est forcément corrélée de manière positive avec le sens? Je dirais que non. Parce qu'en fait, on a des expériences, et là, il faudra revenir la semaine prochaine pour écouter Lionel Nakache, en fait, qui vous montrera des expériences d'amorçage sémantique, enfin de traitement sémantique inconscient. Donc dans laquelle, en fait, on arrive à montrer que le sujet, si on lui présente une information de manière subliminale, comme j'en ai parlé tout à l'heure, enfin, de manière masquée, on peut voir qu'en fait, les régions cérébrales qui traitent du sens, et même les régions cérébrales qui traitent des émotions, en fait, peuvent être activées. Et ça veut dire qu'en fait, le sens n'est pas primordial pour la conscience, vu que le sens peut être mis en place de manière inconsciente. Ça serait une façon différente de prendre le problème, parce que je me demande si, en tant que système, dans la manière où on attribuerait un être, enfin une ontologie aux parties du système qui fabrique la conscience d'un être en tant qu'individu intégral, quoi. Est-ce que, à des niveaux, est-ce que c'est simplement une question de gradation que justement cette existence d'une chose qui résiste, qui dans la réalité, comment dire, se définissent, que ces choses-là se définissent les unes par rapport aux autres, et on arrive à faire émerger quelque chose qui ressemble à une conscience individuelle, quelque chose de totalisant, enfin, qui correspond à une totalité individuelle. Bah, ça c'est possible. Moi, je vois juste une chose, je vois une chose importante dans ce que vous dites. Vous parlez de la notion d'intégration, et je vois vraiment l'idée que, pas le sens, mais tout simplement, c'est à partir du moment où on arrive à intégrer de l'information, qu'on est conscient, et à partir du moment où on arrive à tout simplement se représenter en tant qu'entité intégrée et différenciée par rapport aux autres. Oui, pourquoi pas, mais on peut avoir plein d'autres propositions. J'ai du mal à voir en fait comment pouvoir étudier directement cette question. Donc, je suis désolé si ma réponse n'est peut-être pas concluante, mais... Peut-être simplement en considérant le système d'information justement qui tient compte des constituants qui vont émerger les uns par rapport aux autres de la même façon qu'ils font émerger le sens à partir de cette réflexion sur le fait que ce que l'on conçoit est différent de qui le conçoit et que ça puisse s'appliquer à un niveau très ténu de la personnalité qui serait pas de la personnalité encore mais une façon inconsciente comme si la causalité physique pouvait se transformer en conscience par l'intermédiaire de l'inconscient éventuellement, à la manière dont le système se fabrique. Je veux bien, en fait, il y a des théories qui sont très très spéculatives là-dessus et qui parlent de propriétés émergentes qui résultent de l'intégration dans le système, de l'intégration différenciation, et qu'on pourrait même mesurer en fait en prenant par exemple des neurones et en regardant en fait comment les neurones se connectent entre eux et la dynamique du système, comment en fait on arrive à faire émerger de la conscience. Mais c'est extrêmement spéculatif, c'est vraiment très spéculatif et j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que c'est un peu facile, je trouve, d'aller expliquer la conscience comme un système complexe, dynamique, comme beaucoup essaient de le faire, mais à partir du moment, du fait que, en fait, aller proposer un système dynamique complexe qu'on ne peut pas mettre en place, qu'on ne peut pas simuler, et pour lequel on ne peut pas démontrer que finalement le système est conscient, finalement, ça n'apporte rien au niveau scientifique, je pense. Je pense que vraiment, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des
théories qui permettent de faire des prédictions, pour lesquelles puisse faire des expériences, pour lesquelles on puisse tester, vérifier si ça marche. Si ça ne marche pas, on repart avec si les hypothèses ne fonctionnent pas, on repart avec une théorie modifiée, etc. Mais ce genre de théorie, les théories des propriétés émergentes d'un système complexe, il me semble que c'est pas forcément très productif. Voilà, il y a une intervention en haut sur votre droite. Bonjour. Si je vois un chien, ou si j'imagine un chien, si je vois un chien, je pense que ce sont les régions occipitales et frontales qui sont activées. Si j'imagine un chien, est-ce que ce sont les mêmes régions ou seulement la région occipitale? Alors en toute logique, c'est les mêmes régions. Donc le fait d'imaginer et le fait de percevoir, finalement, amène presque les mêmes patterns d'activation. Alors il faut savoir qu'en fait, ce que vous faites lorsque vous voyez un chien, c'est que tout simplement en fait vous avez une information qui passe par la rétine, qui passe par le système visuel primaire et qui en fait est renvoyée à toutes ces régions. Mais vous n'avez pas besoin de le faire tout le temps, vous pouvez très bien en fait le faire vous-même en fait en réactivant la mémoire tout simplement. En fait, les coalitions de neurones qui encodent cette information et tout simplement les faire tourner en boucle. Donc ça vous prend de l'énergie, bien sûr, mais vous les faites tourner en boucle et vous créez de la récurrence entre les régions préfrontales qui, elles, sont plutôt attentionnelles et qui vont en fait vous forcer à focaliser votre attention et donc distribuer votre attention, et les régions sensorielles dans lesquelles sont stockées en fait les représentations, le contenu représentationnel qui est lié en fait à cette information. Mais en fait, oui, ça veut dire qu'en fait, finalement, à la fin, vous avez la même chose. Il y a un argument qui est utilisé par Christophe Corr. Donc je vous ai dit tout à l'heure que V1, l'aire visuelle primaire, finalement, elle, par contre, n'est pas un corrélat neuronal de la conscience. Et lui, il utilise cet argument pour dire, finalement, que c'est parce que V1 n'est pas un corrélat neuronal de la conscience que lorsqu'on rêve ou lorsqu'on essaie de s'imaginer, en fait, on n'a jamais une image aussi détaillé que lorsqu'on perçoit pour de vrai. Parce que lorsqu'on perçoit pour de vrai, on peut remonter quand même assez loin. Alors lui il dit qu'on ne peut pas remonter jusqu'à V1, mais certains pensent qu'on peut remonter jusqu'à V1, tandis que lorsqu'on perçoit en fait de manière directe, l'information est disponible directement, et donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il y a une autre intervention? J'aimerais savoir si lorsqu'on fait des gestes de manière inconsciente, comme par exemple vous, quand vous parlez, vous faites beaucoup de gestes, peut-être que c'est de manière inconsciente, est-ce que c'est la même problématique que de la perception et l'action? Est-ce que c'est la même problématique concernant ce problème de conscience? Donc c'est exactement la même problématique. En fait, donc on sait que c'est dommage que j'ai plus les diapos là, mais on sait que il peut y avoir deux moyens en fait de mettre en place une action. Donc il y a deux voies. Il y a la voie donc occipito, les diapos. Donc, on va montrer rapidement. Donc voilà. Donc ici. Donc vous avez deux voies. Donc vous avez une première voie, en fait, qui est une voie automatique, et qui est probablement celle que j'utilise depuis tout à l'heure, donc qui est la voie en fait qui mène vers le cortex moteur ici. Donc vous avez cette voie dans laquelle l'information est envoyée directement. Là je parle de perception, hein. On va se limiter à la perception. Donc lorsque je perçois quelque chose et qui m'induit à faire une action. Et par contre vous avez une autre voie qui elle en fait est une voie beaucoup plus lente et qui en fait va impliquer le cortex préfrontal. Et qui va, en fait, le cortex préfrontal, lui, va agir, en fait, pour exécuter l'action, et en fait, pour sélectionner si l'action doit être faite ou pas, en inhibant cette action, ou en l'amplifiant en fonction du contexte. Et donc, on a vraiment deux voies. On a une voie directe, ici. Donc, ici, vraiment, il y a le cortex moteur. Donc, paf, soit on passe